Nous allons considérer des exemples récents d'innovation qui remettent en cause un dominant design établi et qui tentent d'en établir un nouveau. Nous nous intéressons précisément à la fabrique d'innovation de rupture. C'est le sujet de cette vidéo. Alors commençons par un exemple extrêmement simple. Si je dis une chaise, le dominant design, l'identité qui s'impose à nous, c'est-à-dire la représentation que l'on a spontanément de l'objet, c'est par exemple quelque chose comme ça, avec 4 pieds, un dossier. On peut très bien aussi imaginer un tabouret de bar avec un seul pied, une chaise télescopique pour un chasseur d'images, une chaise à 3 pieds. Cela renvoie à un dominant design établi qui a une longue histoire, en particulier dans l'univers du design. Si nous considérons maintenant cette image, et que je vous dis que c'est une chaise, en fait c'est une chaise qui n'est plus une chaise. Il y a derrière une vraie innovation de rupture. Il y a un déplacement, un travail de conception innovante, la fabrique d'une nouvelle identité de ce qu'est une chaise. C'est une sangle qui permet à une personne de se tenir en position assise. Et les fabricants de chaises s'intéressent à leurs produits. Ils innovent dans le cadre du dominant design qu'on a illustré précédemment. Cette rupture est une remise en cause de l'identité de ce qu'est une chaise. Continuons également par un exemple classique, celui du bateau. Là encore, on a une histoire et une représentation de celle d'un engin à voile ou à moteur, et une très grande variété de voiles ou de moteurs, un engin avec la coque qui fend l'eau. Et puis ici, on a l'image d'un hydroptère, un bateau qui vole. Un bateau qui, à partir d'une certaine vitesse, s'élève au-dessus de l'eau et est en contact minimal avec l'eau grâce à des foils, de sorte qu'il peut aller très vite. Derrière, c'est la reconception de ce qu'est un bateau. On change une propriété qui définit traditionnellement le bateau. La coque ne fend plus l'eau, le bateau vole au-dessus de l'eau. Poursuivons par un troisième exemple et comparons ces deux montres. La montre compliquée, d'abord. Ces images viennent du Musée des Arts et Métiers et nous renvoient à une histoire ancienne, noble, structurée, structurante de l'histoire de la montre mécanique. La montre, comme objet nomade qui donne l'heure, existe depuis le XIVe siècle. À côté, nous avons une image épurée d'une montre Swatch qui est lancée sur le marché européen le 1er mars 1983. Est-ce qu'on parle du même objet? Est-ce qu'on parle d'une rupture? En fait, il y a bien rupture. On peut mettre en avant deux arguments. D'abord, une montre comme la Swatch va remettre en cause le dominant design en diminuant très fortement le nombre de composants du produit. Ici, à gauche, au début des années 1980, c'est-à-dire au moment où la montre Swatch est lancée, à peu près 150 composants constituent une montre analogique ou montre à quartz. Et à droite, en comparaison, la montre Swatch, pour laquelle le nombre de composants est divisé par 2. Il y a un gros travail de l'ingénierie, une fabrique de l'innovation qui permet de réduire le nombre de composants, ce qui va fiabiliser le fonctionnement de la montre, mais ce qui aussi permet de la fabriquer en série, de robotiser son process de production, ce qui permet de la fabriquer à moindre coût et donc de la distribuer massivement. Premier argument de la rupture d'identité, la reconception de l'architecture de la montre par la simplification du nombre de pièces. Un deuxième argument, c'est le positionnement. La montre mécanique a une longue histoire, comme nous le rappelions. Elle s'est déplacée du gousset au poignet. Mais la montre, comme la Swatch, s'est positionnée tout autrement. Ce n'est plus simplement un objet noble, parfois très coûteux, que l'on porte au poignet, c'est un produit de mode. C'est-à-dire que les concepteurs, ceux qui ont fabriqué cette innovation, ont repositionné le produit et ont choisi de le promouvoir, de le vendre comme un produit de mode, ce qui permet de le décliner sur des gammes très larges et aussi d'associer l'utilisation de la montre en fonction des moments de la journée ou des signaux que l'on veut envoyer à la société. Le dominant design de nos ordinateurs personnels s'est cristallisé dans les années 80 grâce à l'IBM PC. IBM n'est pas à proprement parler l'inventeur du micro-ordinateur, mais il a posé le produit PC pour Personal Computer, c'est-à-dire ordinateur personnel. L'IBM PC a un écran, un clavier et surtout il bénéficie de tout un ensemble de logiciels qui permet d'utiliser cette machine pour des applications désormais simples, comme le traitement de texte ou le tableau. IBM fournit le système et le présente surtout comme accessible à tous. Il l'impose comme l'ordinateur personnel pour tous les usages informatiques. La rupture est à la fois une réduction de la taille du système informatique proposé, mais aussi une rupture dans les usages. Il s'agit de proposer cette machine, cet ordinateur personnel, pour des usages domestiques, familiaux et en même temps pour des usages professionnels. C'est ainsi que le PC s'est imposé progressivement à tout le monde.
Dans le domaine de la téléphonie mobile, le dominant design a également considérablement évolué. Du téléphone filaire au premier téléphone sans fil, la rupture n'est pas franche, car il y a une proximité dans l'usage de ce téléphone sans fil. Il simplifie l'usage du téléphone filaire sans rompre complètement son usage. Le téléphone portable, dans les années 90, c'est-à-dire en France les premiers bebop, ou les premiers téléphones cellulaires sur les réseaux GSM, marque une rupture bien plus claire et très nette. C'est une rupture d'abord technologique, qui permet de téléphoner presque n'importe où, c'est-à-dire partout où le réseau est accessible. Nos smartphones aujourd'hui, enfin, définitivement, marquent une rupture complète en termes d'usage avec le téléphone tel que nous le connaissons. Il s'agit d'une convergence de l'ordinateur, des systèmes de communication et d'un écran tactile. Tout ça réuni dans la main, dans la poche. Et les usages de ce téléphone, de ce smartphone, désormais sont en train d'être inventés et considérablement renouvelés sur la base d'un dominant design qui est maintenant clairement établi. Mobilisons maintenant 3 derniers exemples. D'abord, celui de la société américaine créée à San Francisco en 2008, Airbnb. Son objet social est assez simple, il s'agit de permettre la réservation et la location de logements particuliers. On va chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel. Il y a un certain nombre de propriétés qui changent par rapport à une offre de services hôtelière traditionnelle. Par exemple, il faut développer une plateforme qui interface ces nouveaux offreurs et demandeurs. Il faut inventer un système d'assurance spécifique. Il faut un modèle de revenus, par exemple, des commissionnements incitatifs pour les parties prenantes. Et puis, on peut signaler que de nouveaux acteurs émergent. Par exemple, des photographes freelance sont chargés et rémunérés pour mettre en valeur les logements qui sont proposés à la location. Évidemment, cette fabrique d'innovation pose des questions juridiques, notamment fiscales, qui sont vives et actuellement en cours. Le Vélim est un service de vélo partagé. L'innovation n'est pas vraiment celle du vélo, même s'il a fallu concevoir et réaliser des vélos très solides pour résister à des conditions d'utilisation bien particulières. La rupture de l'identité réside dans 2 points. D'abord, c'est une rupture d'usage. Ce n'est plus son vélo, le vélo que l'on achète, le vélo que l'on entretient, le vélo que l'on attache, le vélo que l'on récupère, c'est un vélo que l'on emprunte à un système et que l'on restitue. La deuxième rupture, c'est un glissement du vélo conçu comme un produit à un service complet. Si on nous avait dit il y a 15 ans que pour concevoir un vélo, on avait besoin d'informaticiens ou de logisticiens ou de concevoir des bornes faciles d'utilisation, des bornes ergonomiques, qui nous auraient cru. Et pourtant, pour concevoir cette offre complète de services de vélo partagé, ce sont bien ces ressources qu'il a fallu mobiliser. Et ce n'est pas étonnant que ce n'est pas un concepteur fabricant de vélos qui a réalisé cette innovation, mais une entreprise de mobilier urbain, Jean-Claude Decaux. Le Cirque du Soleil est aujourd'hui une multinationale nord-américaine du divertissement. C'est une société créée en 1983 au Québec par une troupe de cirque de rue qui a rompu ce qu'était alors à l'époque le dominant design du cirque. L'emblème de ce dominant design, c'est le cirque Pinder, c'était le cirque Pinder, les grands chapiteaux, les animaux, les clowns. Le Cirque du Soleil va, notamment en hybridant des formes de spectacle qui n'avaient jamais été rapprochées l'une de l'autre, par exemple le spectacle de rue et l'opéra, inventer une nouvelle forme de spectacle et donner à vivre à ses clients une nouvelle expérience utilisateur. Mais en plus de l'hybridation, le Cirque du Soleil va à la fois concevoir des numéros qui n'existaient pas, par exemple en amenant des formes de performance issues du sport de haut niveau, et aussi supprimer des spectacles qui faisaient l'identité traditionnelle du cirque, par exemple les spectacles avec les animaux. La cohérence des spectacles du cirque, la cohérence successive a créé un nouveau dominant design, d'ailleurs copié par des concurrents, et en conséquence de ces attaques concurrentielles, le Cirque du Soleil est attaqué dans le dominant design qu'il a contribué à engendrer. Une vive compétition le déstabilise aujourd'hui.